Merci d'être là. Une présentation dans laquelle en fait, j'avais envie de faire passer certains messages qui sont issus à la fois d'une découverte et d'un peu d'apport théorique sur les changements de culture, d'état d'esprit. L'agilité n'est pas une série d'additions mécaniques qui viennent avoir des effets magiques, mais aussi et surtout un changement d'état d'esprit ou de culture ou de tous les mots que vous avez envie de mettre derrière cette chose un peu immatérielle qui impacte sur les comportements. Alors je suis François Salazar. Aujourd'hui, mon travail principal, c'est de travailler dans une entreprise. Voilà, j'explore le changement, je suis accompagnateur, on pourrait mettre aussi jardinier. Enfin, c'est assez compliqué de trouver un mot qui colle là-dessus. Et voilà, bon, à côté, un peu d'activité aussi à côté, soit en formation, soit en accompagnement. Voilà, j'étais passé l'an dernier pour parler d'auto-organisation, l'accompagnement d'une entreprise dans une démarche d'auto-organisation des équipes. Et ce que je vais vous livrer là, c'est une sorte d'apprentissage plutôt intérieur de ce que j'ai trouvé dans cette démarche. Dans cette présentation, on va essayer de répondre à quelques questions, enfin 4, là il y en a. Qu'est-ce qu'une culture? Qu'est-ce qu'un changement? Pourquoi ça ne change pas comme une roue de voiture, une culture? Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Et que peut-on y faire? Qu'on abordera un peu. Alors j'ai des recettes magiques, mais je ne les livre pas ici, comprenez bien. Voilà. Okay. J'arrive aussi en témoin. Alors du coup, voilà, je ne suis pas un théoricien du changement. J'apprends de façon très très empirique. Et donc ce que j'amène, voilà, c'est pas forcément une vérité. Ne me faites pas confiance sur ce que je dis. Voilà, voilà. C'est plutôt une sorte de syncrétisme sur ces aspects culture et changement. Le côté théorique, parce que quand même j'ai besoin de me justifier un peu, c'est des sources de littérature qu'on voit assez peu dans le monde agile. On est plutôt dans le monde vraiment de la psychologie, de la psychothérapie. J'ai tout un passé technique et voilà, et dans mes aventures, un jour quelqu'un m'a conseillé de faire un tour là-dessus. Voilà, changement, paradoxe et psychothérapie. Le changement, c'est d'échanger un paradoxe contre un autre. Réussir un changement, c'est ne pas devenir dingue au milieu, quoi. Ça va, j'ai perdu du monde peut-être là, non déjà? Voilà. Donc voilà, intéressant pour voilà, sortir aussi des méthodes, des techniques ou de la littérature qu'on a l'habitude de voir, de regarder un peu Paul Václavic et ce qu'il a amené lui et son laboratoire, ce qu'ils ont amené dans l'appréhension ou la compréhension de ce qu'était un changement chez des humains. Qu'est-ce qu'une culture? Je ne sais pas si quelqu'un a envie je sais pas, en une phrase là, de me dire ce qu'est une culture. Comment vous appelez? Moi, Christian. Christian, qu'est-ce qu'une culture, Christian? Je vois pas. Je sais pas. Bonne réponse. Bonne réponse. Non, mais c'est celle que j'ai envie de donner aussi. Quelqu'un, oui. Qu'est-ce qu'une culture, Régis? Une manière d'unifier les gens. Une manière d'unifier les gens. On pourrait dire, ok. Homogénéiser. Bon, il faudra qu'on parle à l'open space demain. Ok. Voilà. Bon, très dur à dire. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que après y avoir réfléchi, avoir lu des choses, assez dur de trouver des choses convaincantes. Et une culture, alors regardez bien, on va voir ici une culture. Voilà, on la voit, elle passe. Peut-être que vous voyez des points blancs, donc c'est des étoiles et il y a un trou noir quelque part. Vous voyez des étoiles et vous voyez que des fois, une étoile ne suit pas une trajectoire linéaire. Bon, ça va, j'arrête le mystère. En une culture, j'apparente ça à un trou noir. C'est quelque chose, voilà, moi j'ai essayé d'arrêter d'essayer de décrire ça, ce qu'est une culture, qu'est-ce qu'une valeur, qu'est-ce qu'une croyance. Ben voilà, peut-être d'essayer de se dire, plus on cherche, moins on trouve. Voilà. Par contre, ce qu'on sait avec cette analogie du trou noir, c'est que, en gros, donc c'est ma version de la culture, c'est ce que moi j'ai envie de dire sur la culture, c'est que c'est pas visible une culture. Donc voilà, on ne va pas pouvoir le décrire. C'est assez engloutissant quand même. J'essaye d'amener autre chose du changement. Au bout d'un moment, au bout de 4 ans que je suis dans l'entreprise, je me suis fait absorber par la culture d'entreprise. C'est assez facile de se laisser. C'est quelque chose qui masque des choses. D'accord? Ça masque, et on n'a pas l'impression que ça masque des choses, mais il y a des choses derrière, on ne les voit pas. Voilà. On observe que les effets d'une culture, en fait, c'est un peu la conclusion de ce que j'ai envie de dire, moi. Voilà. Bon, ça déforme les choses et c'est extrêmement puissant. Voilà. On observe que ces effets. On ne pourra pas savoir ce que c'est, on ne pourra pas savoir comment ça fonctionne. Tout ce qu'on peut trouver, c'est quelle est l'interface qu'on peut avoir avec ce truc bizarre sur lequel on met un mot culture. Voilà. Donc, je ne vais pas parler trop de culture. Alors, je me suis inventé un truc qui s'appelle des traceurs culturels. Là, par contre, c'est des choses qu'on peut voir et qui
séparément, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais à un moment donné, ça fait cohérence. D'accord ? Je sais pas, j'ai un collègue, ça fait la 3e fois qu'il arrive en retard à une réunion. Je sais pas, ou une entreprise qui dit ce qui compte c'est de livrer à l'heure, il n'y a aucune réunion qui commence à l'heure. Enfin là j'ai commencé à introduire un truc un peu bizarre, qu'on a une sorte d'incongruence ou d'incohérence. Voilà. D'accord ? Peut-être ça veut rien dire, mais au bout d'un moment on peut se poser la question dessus, quoi. Voilà. Bon, donc essayer de modéliser une culture ou de mettre des mots savants dessus, bon, pour moi en fait ça fait pas sens. Ça fait pas sens. Voilà. Par contre, poser la question à des personnes, quand tu dis c'est pas à moi de faire ça, je sais pas, c'est quoi ? C'est parce que tu as envie de le dire ou est-ce qu'il y a un processus, une procédure, enfin voilà d'où ça vient ça. D'accord ? Donc ça ce sont des verbatims qu'on peut entendre, hein. Les clients sont chiants. Je veux dire qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça peut signifier ? Voilà, on va régler les problèmes par la mise en place d'un nouveau process, ou alors tiens, du coup on fait quoi maintenant ? Ça va, ça vous parle ? Vous en avez peut-être des verbatims comme ça qui vous avez peut-être fait jamais attention, mais ça pourrait signifier quelque chose. Vous en avez un ? Bon, ouais. Moi j'en ai un Oui. que j'aime bien et que j'ai entendu déjà plusieurs fois. Ouais. C'est pourquoi on changerait, on a toujours fait comme ça. Ah, on a toujours fait comme ça. Bon. J'adore celui-là. Ouais. Peut-être on a toujours fait comme ça, on essaie de mettre peut-être des mots un peu, des modèles derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on pourrait qualifier cette attitude-là ou cet élément, cet aspect culturel-là ? On a toujours fait comme ça. La culture du passé, la culture de la tradition, d'accord ? La nostalgie, c'était mieux avant. Hein ? Je vais pas commencer tout de suite, hein, mais voilà, c'est des verbatims qui peuvent appeler à un moment donné une réaction, en tout cas, qui signifient des choses. Si on est passéiste et si c'était mieux avant, on va comprendre qu'il y a plein d'autres choses qui se passent dans l'entreprise ou dans le groupe ou dans l'association, d'accord, qui viennent de cette sorte de base, hein, qui fait que les gens pensent ça ou avancent là-dessus, quoi. Voilà, donc plein de choses qui sont liées à la conception de l'erreur, du pouvoir, de la légitimité, de la négociation, voilà, tout un tas de concepts qui vont être influencés par ça. Ça va ? Bon, sur la culture, du coup, hein, moi je vous en dis pas plus, mais disons que c'est comme des petites fleurs qu'on ramasse, ou des champignons. Hein, je ramasse 3 champignons, je me dis qu'il y a un énorme mycélium sous terre. Hein, parce que les champignons, ça n'est qu'une émergence très ponctuelle d'un être vivant qui est sous terre. Voilà, qu'est-ce qu'un changement ? Qu'est-ce qu'un changement ? Oui, bon, voilà, je passe la photo. Mais alors, je vais parler d'un changement quand même un peu, simple. Je change de machine à laver. Ça va ? Là, c'est assez simple. Je vais peut-être changer de procédure. Je vais peut-être devoir changer d'habitude. Vous voyez, je vais peut-être râler. Ah là, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. D'accord ? Mais globalement, est-ce que ce changement a des gros impacts sur moi ? Pas forcément. Et puis surtout, ces changements-là, je peux relativement facilement les procédurer. C'est-à-dire je peux donner un mode d'emploi qui fait qu'on arrive au changement. Hein, comment je change une roue de voiture ? Je trouve la roue qui est crevée, je sors le cric. Il y en a certainement d'entre vous qui sauraient mieux que moi faire ça. Voilà, mais là, j'ai une procédure. Elle marche dans combien de pourcents des cas, la procédure de changement de roue de voiture ? 100%. Ah, bravo, monsieur. D'accord ? Oui. D'accord, on pourrait se dire a priori 100%. Quoi. Voilà. C'est quand même pas un changement très complexe. La roue de voiture ne va pas se défendre. Elle n'a pas envie ou pas envie d'être changée. Vous êtes OK ? Il y en a on peut avoir, pas 100%, des fois il y a des roues de voiture qui se défendent. Elle a des boulons rouillés ou elle a Claude ? Voilà, la roue elle a l'âge de la voiture. D'accord ? Donc des changements simples. Qu'est-ce que ça donne dans l'entreprise ? Je ne sais pas, qu'est-ce que... Pardon, Bastien, il y a eu un changement dans ton entreprise de cet ordre-là, c'est-à-dire de changement plutôt de procédure ou d'outils ? Non, on change jamais. On change jamais. Voilà. Par contre, on a perdu le cric, comme disait. D'accord, ouais. ok, ouais. Qu'est-ce que ça peut être dans une entreprise, ce type de changement ? Changement qui se procédure et qui se passe quasiment bien dans tous les cas. Je change d'outil, ouais, ça ne va pas être 100% des cas, mais effectivement, je change d'outil, en fait, hein, je change la méthodologie, la façon de procéder. On va dire, ok, avant on avait Excel, maintenant on a iScrum ou Jira. D'accord ? Ouais, pareil, ça va râler un peu, mais globalement, je ne remets pas en cause certains fondamentaux, quoi. D'accord ? Pour ça, alors, pour ces changements-là, marche assez souvent bien une méthode linéaire. Voilà. En 8 étapes, alors peut-être que certains la reconnaissent, mais c'est des méthodes que j'ai utilisées très longtemps, parce que pendant très longtemps, j'ai changé des process et des outils. Voilà, et des fois, je dis, j'ai passé 15 ans à essayer de mettre des humains dans des process et des outils. Et voilà, j'ai changé de métier du coup depuis.
Et voilà, cette feuille de route qui, alors on va dire, c'est comme toute méthode, mal utilisée, mal interprétée, peut donner des choses assez embêtantes. Et voilà, par exemple, première étape, instaurer un sentiment d'urgence. Ça peut être, en gros, on peut comprendre, faire flipper tout le monde. D'accord ? Alors s'il y a le feu, je comprends, on fait flipper tout le monde. Il y a le feu, on va tous mourir si on ne sort pas, tout le monde dehors. D'accord ? Bon, il y en a qui disent ça pour un changement d'outil. Ou alors réorganisez-vous, sinon tout le monde est licencié. Ou alors on délocalise. Okay. Et puis bon, il y a les étapes, je ne vais pas les détailler, mais globalement, il y a des choses assez dominantes ou assez top-down dedans. Okay, voilà, on communique la vision du changement. Vous voyez, c'est la troisième étape, la quatrième, on commence à parler aux gens à la quatrième étape. Quoi, hein. Au début, on parle qu'à une coalition puissante. C'est une traduction assez stricte de la source en anglais. Quoi, voilà. Enfin, on autorise les personnes à agir, etc. etc. Et puis, bon, surtout, ce qui m'embête vraiment aujourd'hui dans cette méthode-là, c'est l'étape 8. On a forcé les gens à faire d'une certaine façon pendant un certain temps, donc maintenant, ils sont acculturés et ils le font naturellement. Bon, on découvre assez souvent que non, si j'enlève du contrôle, au bout d'un moment, ils ne font plus. J'ai changé d'outil, au bout d'un moment, il n'y a plus quelqu'un qui vient vérifier que l'outil est bien utilisé. Une partie des personnes sont repassées sous Excel. Ou pire. Voilà, donc ça m'est apparu comme assez paradoxal ce type de démarche. Bon, ceci dit, il fonctionne, je ne dis pas que ça ne marche pas. D'accord ? Mais pour certains changements, ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, ce certain changement, aujourd'hui, on en a de plus en plus. Changer l'état d'esprit, c'est quelque chose qui est de plus en plus nécessaire. Ou changer des fondamentaux, des réflexes mentaux, on pourrait parler aussi. Je ne sais pas comment utiliser, je vais essayer d'utiliser tous les mots qui me viennent à l'esprit. Des changements de processus décisionnels hyper intimes. Bon, donc dans 50% d'après l'IFOP en France, ça ne marche pas bien, ces méthodes top-down, directives. Voilà. Bon, ça marche pour des cas, on va dire, où je dois passer d'un point A à un point B, ou alors oui, ok, lorsque le changement porte sur nos habitudes, nos méthodes, nos procédures, sans que je déclare qu'il n'y a pas de résistance. Ça va être un process où il va falloir gérer des résistances sur ces changements. Voilà, en fait, ce qui m'a paru, c'est tant que je m'adresse au conscient raisonnable des personnes, c'est-à-dire cet outil permet de traiter mieux les bugs, ou cette méthode de gestion permet de sortir un produit plus souvent et plus régulièrement. Je m'adresse à une partie consciente et complètement raisonnable de votre partie. Quoi. Par contre, voilà, là où je voulais en venir, c'est ça va commencer à coincer si le changement remet en cause votre perception de la réalité ou vos croyances intimes. D'accord ? Qui pense que la Terre est immobile ? C'est bien, ok. Voilà, mais pendant très longtemps, l'humanité a cru que la Terre était immobile et que le Soleil tournait autour de la Terre. Celui qui a dit « Attendez, non, je crois que c'est l'inverse », d'accord, il a passé un sale quart d'heure. Voilà, et donc, là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a amené un changement de croyance. Alors, je ne sais pas, j'utilise ce mot si ça vous va, changement de croyance. Est-ce qu'il y en a qui croient aux extraterrestres ? Oui, d'accord. Alors, quelle est la liste d'arguments rationnels et techniques que je peux t'amener ? C'est quoi ton prénom ? Nicolas. Colin, quelle est la liste d'arguments que je peux t'amener ? Ah, Nicolas, pardon. Okay. La liste d'arguments que je peux t'amener pour que tu arrêtes de croire aux extraterrestres. J'en ai aucune idée. Oh. Quand on a une croyance, c'est vrai qu'on a nos... Attends, vas-y plus fort, ouais. Quand on a une croyance, c'est vrai qu'on a déjà notre propre conception. Après, si scientifiquement on peut me prouver qu'il n'existe pas... je veux bien y croire, mais moi je sais très bien que de mon côté, je ne peux pas prouver qu'ils existent non plus. Donc, d'accord, ouais. Bon, on est en fait sur... Alors, moi je ne crois pas aux extraterrestres. En fait, on pourrait passer une journée entière, on ne se convaincrait ni l'un ni l'autre. On est sur quelque chose de l'ordre d'une croyance extrêmement complexe à démonter. Voilà, ça a été long. Maintenant, je vous amène un truc. La gravité n'est pas une force. C'est-à-dire, si je lâche un objet, si je lâche cette feuille, la raison pour laquelle elle tombe n'est pas parce que la masse de la Terre crée une force qui attire la feuille. Ça va, ça choque personne, ça ? Peut-être c'est pas ce qu'on a appris, mais c'est pas ce qu'on vit, quoi. Je veux dire, il y a bien un truc qui tire la feuille, quoi. Bon, alors je vous invite, alors s'il y en a un jour qui comprend ça, parce que j'ai essayé de regarder des trucs, de me documenter, je ne comprends pas, mais s'il y en a un qui comprend, demain il m'explique, que c'est la gravité qui déforme l'espace et le temps, et comme on est obligé de se déplacer dans le temps, du coup ça crée... ok. Bon, ceci dit, c'est super intéressant, mais n'empêche, ça bouscule très fortement notre perception de la réalité. Depuis tout petit, quand je lâche un objet, il tombe, et on m'a dit, en fait, il y a une force. Et même on m'a dit, il y a une sorte d'arnaque, il y a une énergie potentielle. Attendez, quand je monte une bille, elle obtient une énergie potentielle. Elle vient d'où ?
Bon, donc du coup, alors je crois plus à la gravité comme une force, mais je crois pas encore à la gravité comme autre chose. Je suis bien embêté, hein, je suis au milieu du guet. Changement de croyance, ça fait ça en fait. Hein, c'est très très perturbant. Si on n'est pas perturbé, c'est qu'on n'a pas changé. Bon, est-ce que ça va du coup? Il y en a qui sont en désaccord là ou pas? Waouh. Ok. Ou il y en a qui n'osent pas le dire. On peut en parler demain. Ouais. Non, il y en a qui n'osent pas le dire. Hein, que pour des changements matériels, je peux utiliser une méthodologie matérialiste. Pour des changements immatériels, on va voir que ce n'est pas tout à fait ça. Bon, après, c'est quoi le problème? J'en ai parlé un peu. Il existe des entreprises où on observe ce traceur-là, d'accord? Hein, je dis, tiens, on a le traceur gorille. Hein, quand il y a un conflit, c'est les commerciaux, faites n'importe quoi. C'est la prod, faites n'importe quoi. Hein, puis tiens, on va aller voir le directeur général et je vais faire campagne pour être le prochain gorille sur la liste des gorilles promus. Et bon, on observe assez souvent ça. Non, pardon, excuse-moi, c'est juste une vision théorique, il n'y a aucune entreprise où ça se passe comme ça. Voilà. Et la question, c'est, d'accord, donnez-moi une procédure pour passer de là à là. Je veux changer ce traceur, je veux changer cette façon de voir les choses. La vision de la réalité, le conflit, d'accord, fait grandir. Et dans l'entreprise ou dans le club ou dans la société, ce qui compte, c'est d'être fort et de dominer l'autre, hein, ne pas faiblir, ne pas montrer ses faiblesses. D'accord. Là, mon job, ce que j'adore faire, c'est aider les autres à grimper à la planche pour qu'ils aillent dans la cabane parce qu'il neige. Mais toi, tu montreras comment? Ah ben je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà. Bon, là, vous voyez, alors, on a un delta de traceurs culturels très différents. Ça va? Ok, donc voilà, alors celui qui a une procédure pour faire changer ça en 6 mois, etc., enfin comme demandent tous les clients, hein, ils disent, il faut faire un changement culturel en 3 mois et pour 4 000 €. Bon ben, ok, on va commencer. Ah, c'est une croyance. Okay. Ça. Hein voilà, toutes ces croyances-là, bon, je ne vous fais pas la liste, hein, mais voilà, il y a des entreprises, c'est ce que j'ai découvert, qui confondent comment doit être organisé et les caractéristiques du produit, les caractéristiques de l'organisation. Faire des produits hyper fiables aussi. Ah bah je crois qu'on a le pile. Je vais changer de. On va changer de braquet. Voilà. Ah bah là vous m'entendez bien aussi. Ah on a bien les graves là. Voilà. Donc j'étais sur. Alors on confond le produit et l'organisation. Mon produit doit être parfait, très bien, génial et tout. Donc les personnes et mes équipes doivent être parfaites, géniales et sans erreur. D'accord ? Si vous faites des produits qui mettent en jeu des vies humaines, vous pouvez vous retrouver avec une organisation qui veut s'organiser comme son produit. Et donc, je sais pas, les traceurs de gestion de prise en compte des erreurs des humains vont être traités de la même façon que les produits. C'est-à-dire, il y a eu une erreur une fois par un humain, ou il faut mettre en place un processus pour qu'il n'y ait jamais une autre erreur faite par un humain. Voilà. Ok, bon. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ah oui, on pense que l'incertitude doit être dissoute dans des plans. C'est-à-dire, vu qu'il y a de l'incertitude, je vais préparer tous les futurs possibles, hein, je vais les organiser, je fais de la gestion des risques à l'ancienne, hein, en me disant que je vais prévoir tous les futurs possibles, ou une partie des futurs possibles. Voilà. Alors vous comprenez qu'il va falloir échanger certaines croyances. Hein. Non, le futur n'est pas prédictible. Et il va falloir accepter de vivre avec de l'incertitude. Voilà, alors, donc pour ce problème, alors on fait un tout petit peu de théorie, mais à la limite je vais pas donner trop les sources théoriques, mais vous voyez ce chat-là, il a un problème, il veut bouger. Par contre, il a dans ses croyances qu'on vit dans un monde en 2 dimensions. Voilà. Alors c'est pas que j'aime pas les chats, mais je leur prête pas une grande intelligence, donc je vais mettre quelques éléments de vengeance personnelle dans cette présentation. Et il est bloqué, ce chat. Voilà, il est bloqué, il reste dans la même logique. D'accord ? Voilà. Bon, on pourrait dire qu'il reste dans une logique du même type. Voilà, un changement type 1, ce serait d'essayer de se déplacer à droite ou à gauche, type 1. Ça va? Ouais. Bon, sauf pour ceux qui adorent les chats, mais voilà. Je dis par exemple, hein, vous vendez des rasoirs à 3 lames, ça se vend un peu moins bien. Changement type 1, qu'est-ce que ça pourrait être? Quelqu'un a une idée? Rasoir 3 lames, il se vend plus, je fais un changement type 1, qu'est-ce que ça devient? J'enlève une lame. J'enlève une lame. Voilà, d'accord. Type 1, je modifie quelque chose, mais je ne change pas les règles du jeu, en fait. D'accord, hein? Pardon? Ah, là, attention, là, on est peut-être en train de penser à regarder en haut pour essayer de te dire, attendez, mais... Bon, après, la question, c'est... Plein de trucs vont venir, là. Hein, là tu joues à Galilée, hein, mais non, se raser, c'est plus à la mode. Tu vas générer des résistances, là. Hein, on va dire, mais oui, mais nous, on vend des rasoirs.
Hein. La croyance, on sait faire que des rasoirs. Donc il va falloir aussi, on va enchaîner les choses. Voilà. Bon, pour les mathématiciens, voilà, j'ai un plan vectoriel 2D, donc je ne peux pas créer de vecteur 3D, enfin voilà, j'en dis pas plus. Et donc, type 2, alors qu'est-ce que serait un changement type 2? Par exemple, ce serait cette idée-là, je change complètement de direction. Ça serait, voilà, renverser la table, on remet en cause le cadre. Hein. Ça peut être surprenant et illogique. On pourrait très bien dire, mais c'est complètement illogique, on va plus rien vendre avec cette idée de espace rasé. Voilà. En fait, on a cette notion de petit lapin, voilà, qui... Alors on peut dire qu'il enfreint les règles du jeu, etc. Mais n'empêche que ce lapin-là, je pense qu'il est quand même plus intelligent que beaucoup de chats, c'est sûr. Ok. Mais vous voyez ce qu'il est en train de faire? Voilà. En train de disrupter. Voilà. Donc ça peut être par exemple pendant une réunion, je sais pas, qui tourne au débat sans fin, de dire bon écoutez désolé je dois aller à la piscine, hein, j'aurais bien débattu mais je dois aller à la piscine. Alors que la logique c'est essaye de convaincre tes interlocuteurs d'arrêter de débattre parce que ça tourne en rond. Bon, en général quand on fait ça, quand deux personnes se disputent et qu'on essaie de les calmer, ils se tournent vers nous, hein, et ils nous prennent comme bouc émissaire. Ça peut être une stratégie pour réconcilier deux personnes qui se disputent. D'accord? Ouais. Voilà, donc on joue en dehors du plateau de jeu et enfin pourquoi, une des questions c'est pourquoi se comporter comme le petit lapin plutôt que comme le chat? Pourquoi c'est si difficile? Voilà. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de penser autrement que sur nos schémas de pensée habituels? Bon, je n'ai pas forcément la réponse, mais on peut essayer, j'illustre par un exemple, mais je vais être très rapide là-dessus parce que je pense que vous commencez à comprendre, mais voilà, chez Général Mouton on vend de la laine, les chiffres sont pas bons, et donc le big boss vient gronder tout le monde en disant tiens, pour qu'ils vendent plus, je veux créer un changement, il faut qu'il y ait plus de ventes, je veux créer un changement, c'est mes humains qui vendent, donc je vais dire à mes humains, vous avez intérêt à vendre plus, sinon, pas de prime. D'accord, c'est logique. Une prime, ça va les motiver, si je leur enlève la prime, ils vont avoir peur, donc ils vont vendre plus. Voilà. Hein, la pensée que ça génère, alors du coup, je décrypte un peu avec ma vision des choses, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer? La pensée, c'est qu'il faut faire plaisir au patron, on est en crise, c'est le bon moment de se faire remarquer, là, il y a une opportunité en or. Hein. Voilà. Comportement, compétition. Je vais tenter un gros coup tout seul. D'accord? Sans perdre de temps à trop consulter les opérationnels. Donc je vais faire une grosse vente maintenant, là, si je signe, c'est bon. Hein? Ou alors, je sais pas, côté opérationnel, je vais bâcler le projet pour qu'on facture rapidement et montrer que, voilà, comme on a fait sous pression, on génère plus de problèmes, et c'est pas notre faute, et blablabla. D'accord? Enfin, je sais pas. Ça va, du coup, c'est clair cet exemple-là, hein? J'ai une intention de créer du changement, hein, si je suis le grand patron, là, je veux créer du changement. J'envoie un signal très logique, très rationnel, cause à effet, hein, menace de pas de prime, plus de ventes. Bon, là, je vous montre que j'ai au moins un exemple qui montre que ça dégénère. Voilà. Hein. Bon, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Plus de ventes ou moins de ventes? Qui pense plus de ventes? D'accord, il n'y a pas de commercial dans la salle? D'accord. Voilà. Qui pense? Bon, voilà. Bon, on vous cache pas, mais voilà. Enfin, en gros, dans l'expérience, trimestre 2, les chiffres sont pas bons. Et puis là, qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait dire le grand patron va comprendre que peut-être ça fonctionne pas comme ça, mais non, il a des croyances. On pilote les humains, d'accord, par la récompense ou par la menace. Une croyance. Il y a des gens, ils pensent ça, ils pensent que c'est comme ça, les humains. Hein, les humains doivent être pilotés par des humains d'une caste supérieure. Voilà. Hein, je vous laisse aller où ça allait, mais on a déjà eu le point Godwin ce matin. Alors, voilà, bon, maintenant, je vais les menacer encore plus, donc j'augmente finalement ma stratégie, hein. Le chat a essayé d'aller en avant, il continue à essayer d'aller en avant, mais plus fort. J'augmente ma stratégie, la pensée, là maintenant c'est une question de survie, c'est plus pareil. D'accord? Voilà, mais à l'étape précédente, j'ai fait mon maximum pour survivre. Comment je peux faire maintenant pour continuer à survivre? Faut que je déglingue les autres. Voilà. On rentre dans la théorie des super poules. Bon, je vous invite à consulter sur internet, sur le site Wavi. La théorie des super poules, c'est si j'élève des super tueurs, à la fin ils se tuent entre eux, quoi. Voilà. Ou alors je pars, ou alors problèmes psychosociaux, etc. etc. Hein. Voilà. Alors des fois on continue ça pendant des années. Alors ça s'appelle, je parlerai un peu des signaux d'alarme qu'il faut détecter pour comprendre qu'on n'est pas sur la bonne voie. Là on a un syndrome qui s'appelle toujours plus de ce qui ne marche pas. C'est-à-dire l'étape d'après, je sais pas, il va peut-être frapper physiquement un commercial devant tout le monde pour montrer que, attention, ceux qui vendent pas, ils vont avoir la même punition. Hein, là, on pend haut et court devant le château pour montrer que c'est pas bien. Voilà. Alors pourquoi ça marche pas? Pourquoi on peut rester enfermé dans ces boucles-là? Parce que globalement, en gros, il y a des bénéfices individuels et collectifs supérieurs à rester dans cette logique-là.
C'est rassurant parfois de rester dans cette même logique. Je vous disais tout à l'heure, ne plus croire que la gravité est une force, avant de comprendre ce que c'est vraiment, c'est angoissant. Ce passage-là, on passe dans les marais, quoi. Bon, je vous prends un exemple quand même pas trop angoissant, hein, mais comprendre que vous ne pouvez pas contrôler vous, votre vie ou vos enfants, ça voilà, pour certaines personnes, ça peut être un passage super angoissant et déstabilisant. Donc voilà, donc vous pouvez me dire, bah, c'est pas logique. Non, c'est pas logique. Hein. Partez du prémisse qu'il n'y a pas de logique, ou en tout cas, il y a une complexité telle. Bon, là, je vous invite à peut-être regarder, ou vous renseigner sur Edgar Morin. Il y a une complexité telle dans un système humain, voire dans un humain tout seul, que la logique n'est pas un outil qui va aider. Voilà, bienvenue dans le monde complexe des humains. Et voilà, l'homme est incroyable. Voilà. Ça va ? Il n'y a aucune contestation là. Hein. Non ? Bon. Silence absolu. Voilà. Donc voilà, sauvons les arbres. Et bon, en fait, donc si je résume là, hein, des fois il y a besoin de créer des changements immatériels. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'utiliser des techniques et des méthodes de changement matériels ou matérialistes ou procéduraux, d'accord, ou d'utiliser des outils qui nous paraissent logiques pour contraindre les humains, ne fonctionne pas. Voilà, d'accord. Donc peut-être qu'on pourrait commencer à établir une démarche de changement. Je commence par des changements classiques. Donc je sais pas, en agile, j'amène aux personnes du Scrum, du Kanban, de la méthodo. Et puis pendant que je vais déployer ça, je vais trouver des cailloux. C'est-à-dire, par exemple, hein, le Kanban, on a mis en marche. Et puis quand je suis pas là chaque semaine pour vous guider, vous le mettez pas à jour. Alerte. Tiens, c'est bizarre ça. C'est un caillou qui est sur la route. Alors on pourrait passer en force. Hein, je pourrais très bien passer en force et dire on va payer quelqu'un pour venir vous surveiller. Bon, puis après il faudra payer quelqu'un qui surveille celui qui surveille pour être sûr qu'il surveille bien ceux qui font. On rentrerait dans une boucle qui s'appellerait toujours plus de ce qui marche pas. D'accord ? Je contrôle celui qui contrôle celui qui... Voilà. Bon. Hein, et puis à la fin, j'ai bien sûr la direction générale qui demande des rapports tous les matins, etc., pour savoir où ça en est. Bon, en fait, ce que je dis, c'est que si on laisse ce caillou sur la route, voilà, on dit rien, on voit rien, on fait rien, ou en tout cas, on s'en rend pas compte, ça peut arriver aussi. Voilà ce qu'on va obtenir un jour. Voilà. Et donc, intéressant, il y a un speaker qui disait, voilà, on a eu un problème à un moment donné, bon, on a réussi à le régler, mais bon, visiblement, 3 mois après, il y a eu une catastrophe projet. D'accord ? Bon, il n'y a pas eu de mort ni de personnes en prison, mais une catastrophe projet. Oui, on a loupé quelque chose sur la route, on a laissé traîner des cailloux. Et voilà. Alors, voilà, culture se rappellera à vous. Je sais pas, on pourrait dire la culture, c'est cette espèce de monstre à moitié invisible et incernable. Là, vous inquiétez pas, hein, il se rappellera à vous. Rappelez-vous de la puissance du trou noir. Voilà. Ça va ? Bon, j'ai l'impression que c'est assez cohérent ce que je suis en train de dire. Ou pas ? Ouais ? Bon. Vous connectez peut-être à des choses que vous vivez en entreprise. Hein. Il y en a qui... alors, je vais dire, est-ce qu'il y en a qui ont un copain qui est dans une entreprise où il y a cette boucle-là ? Oui ? Comment il s'appelle, ton copain ? Pardon. Jacques, alors Jacques, qu'est-ce qui se passe chez Jacques ? Alors chez Jacques, il y a eu une catastrophe aussi industrielle comme ça, et puis il y a un autre projet qui se présente, et puis on prend la même route. On prend la même route, d'accord, mais on va amplifier quelque chose sur cette même route ? Non, on refait exactement pareil. D'accord. Alors on est plus dans un syndrome... Ah ouais, j'en parle, ouais, mais merci d'amener ça, quoi, intéressant. C'est du déni, là. Hein, on se dit... Ouais. Oui, c'est différent, c'est pas pareil. Voilà, on pourrait avoir de la chance. Bon. Ouais. Ok. On aurait pu très bien dire, je change les joueurs. Il y a eu 3 bugs, je vire tous les codeurs et je les remplace. Voilà. Alors, il y a d'autres symptômes voilà, je vous dis, la solution devient le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai inséré une solution, et puis on a ces fourmis qui tournent en rond, c'est un phénomène assez désastreux pour les fourmis, mais elles se mettent à tourner en rond et elles ne sortent pas de ce rond-là. Voilà, donc elles tournent, et puis il y en a une qui pourrait suggérer, tiens, si on courait plus vite. Changement type 1. On va s'épuiser plus vite. Voilà. Si on changeait de sens, changement type 1, mais génial, parce que là ça demande beaucoup d'efforts. D'accord ? Pour un résultat qui sera très certainement identique. Je dis pas qu'elles vont pas réussir en courant plus vite, on sait jamais avec la force centrifuge, on peut pas prédire non plus le futur. Mais bon, on n'a qu'à essayer. De toute façon, à la limite, si on a un état d'esprit un peu expérimental, empirique ou agile, tiens, on essaye. Puis au bout d'un moment, on va se rendre compte que ça marche pas.
Donc je ne change pas la mécanique générale. Les syndromes utopiques, là, qui sont un peu les syndromes de déni, quoi. C'est-à-dire dans un monde parfait, ça devrait marcher. Voilà. Mais si ça ne marche pas, on va dire, attendez, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a un complot quelque part. D'accord? Donc déni, utopie, tout devrait être explicable. Je ne vous joue pas la vidéo, mais Étienne Klein, donc, qui est un physicien très pointu et qui est aussi un philosophe des sciences, tiens au passage, vraiment super, une présentation avec de la philosophie, parce que ce qui manque le plus en entreprise, je crois que c'est pas de l'agile ou du Kanban ou des choses comme ça, c'est de la pensée réelle et de la philosophie. Donc le penser qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Alors, il raconte qu'en physique quantique, c'est-à-dire en gros les physiciens les plus pointus, ils ont une théorie super solide qu'on n'arrive pas à mettre en défaut, mais il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'on ne sait pas prédire certains détails de ce qui va se passer. Si je balance un électron sur 2 fentes, je ne peux pas prédire où il va réapparaître. C'est statistique, quoi. Et donc Einstein disait, c'est pas possible, les équations ne sont pas finies. Puisqu'on n'arrive pas à décrire la réalité par du formalisme, c'est qu'on n'a pas fini notre travail. Et Niels Bohr, Alice, j'étais très content aussi, Alice, elle a cité Niels Bohr. Niels Bohr disait, mais non, Einstein, non. On a fait tout ce qu'on a pu, et le but de la physique, ça n'est pas de décrire la réalité, c'est de décrire notre interface avec la réalité, notre interaction. Et on ne pourra pas aller plus loin. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'on ne peut pas comprendre un autre humain, on ne peut pas le comprendre. On peut au mieux s'adapter à ses interfaces, d'accord, ou apprendre à interagir avec lui. Mais on ne pourra pas le comprendre. Pensez au trou noir, on ne peut pas savoir ce qu'il y a au milieu, on ne peut pas voir ce qu'il y a au milieu. On peut juste comprendre qu'il se passe des choses bizarres autour. Voilà, donc le c'était mieux avant aussi qu'on a eu. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des syndromes alarmants. Je vais les passer, mais il y a aussi, bon, bien sûr, toutes les incongruences. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et on a ça notamment avec tout ce qui est les valeurs. Donc voilà, tout ce que je dis à des dirigeants ou à des comités qui travaillent sur changer l'entreprise, je leur dis, bon, bah, plus les valeurs sont écrites en gros, plus elles sont fausses. Pourquoi vous avez besoin de les hurler tous les matins? Pourquoi vous avez besoin de faire ça? Si les valeurs sont là, il n'y a pas besoin d'en parler, vous faites, c'est tout. Voilà. D'accord? Donc on a cette incongruence qui est assez dommageable, hein, parce que ça crée des attentes, des incompréhensions. Je vais mettre une valeur courage. D'accord? Donc dans le Scrum Guide, il y a écrit courage. Bon, bah, courage, c'est quoi? Courage, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Vous êtes avec votre big boss en face d'un super client, et votre big boss, il a une crotte de nez qui pend là. Et vous voyez le client qui regarde un peu bizarrement. Le courage, c'est quoi? Vous le dites à votre chef, et tu as une crotte de nez qui pend, ou le courage, c'est de ne pas lui dire? Voilà, expliquez-moi. Donc voilà, par exemple, respect, intégrité, communication, excellence, une très belle entreprise. Hein. Vous voulez y aller? C'est Enron. Il a juste mis tous ses salariés à la porte, et ils ont juste bouffé tout le plan épargne. Enfin, en gros, il a mis tout le monde à l'état de SDF avec plus aucun capital. Celles-là aussi, elles sont sympas. On retrouve l'intégrité, partage, bénéfice, respect. Great place to work. Vous voulez aller y travailler? Elle marche bien, cette entreprise. Qui voudrait y travailler, là? Ah, vous vous méfiez maintenant, non? Ouais, ok. Allez, bienvenue chez Monsanto. Voilà. D'accord? Donc, voilà, aujourd'hui, en tout cas, pour ma part, quand on commence à dire, tiens, il faut écrire des valeurs, il faut discuter, je dis, bah, discutez tant que vous voulez, mais bon, il y a pas, enfin, cherchez pas à écrire des valeurs, quoi. Hein, il y a une boîte, ils ont discuté de valeurs pendant 8 ans. Au bout de 8 ans, ils se sont dit, mais on a tellement discuté qu'on est à peu près tous bien en interface, il n'y a plus vraiment besoin de les écrire, ces valeurs. Voilà, ok, donc attention au bullshit, puis il y en a plein d'autres. D'accord? En gros, vous commencez à sentir un truc bizarre, le changement ne marche pas, dites-vous qu'il va falloir penser à être un petit lapin. Il va falloir changer de braquet, il va falloir changer non pas un paramètre du jeu, mais la règle du jeu. Voilà. Bon, je vous donne quelques situations. Tiens, celle-là, bon, qui est une vécue. Hein. Tiens, je veux me détacher de l'opérationnel pour me consacrer à la stratégie au réseau, le lundi. Et le mardi, c'est beans dans les voitures de fonction, je vais réétaler tout ça, je vais tout remettre à plat. Voilà. Bon, quelle réponse on peut lui faire? Si je suis en type 1, je vais dire, attends, mais c'est pas logique, tu comprends pas, machin, etc. Voilà. Si je suis en type 2, c'est-à-dire là, j'essaie de changer les règles du jeu, je pourrais lui dire, putain, pardon? Attends mercredi, pourquoi pas, pour voir ce qu'il dit. Ok, ouais. Bon, le truc est sorti là, c'est, oh, punaise, heureusement qu'on a un stratège comme toi pour s'occuper des voitures de fonction. Voilà. Alors, on se connaît bien avec ce dirigeant, il m'a dit, mais tu te fous de ma gueule? Oui. D'accord? On a une discussion ensuite, voilà, et c'est ça qui était important. Je pense qu'à un moment donné, c'était de ne pas essayer de le convaincre, d'accord, mais de déclencher, bon, soit une prise de conscience, mais c'est hyper prétentieux de dire, hein, je vais déclencher, waouh, une prise de conscience. Non, mais au moins déclencher une discussion. Ça ne marche pas le premier coup, peut-être pas le deuxième, peut-être ça ne marchera jamais, peut-être qu'il faudra aussi changer une nouvelle règle du jeu, quoi. Voilà, comment on peut faire?
Hypnose, magie noire, les arguments, on en a parlé, les extraterrestres, on n'a pas fini d'en discuter. Répétez tous les matins. Non mais jouez collectif, les gars. Non mais jouez collectif, les filles. D'accord? Jouez collectif entre vous. D'accord? Est-ce que ça va marcher? Bon, combien de fois il faut le répéter pour que ça marche? Moi, dans mes expériences, dans mes expériences, ça marche pas, quoi. Voilà, c'est comme dire à quelqu'un d'arrêter de fumer tous les matins. Bon, je sais pas si ça marche ou pas. Ouais. Ok. Imposer de force, donc ça c'est ce qui arrive souvent, le passage en force. Je vais imposer, je vais pas faire des changements de croyance, je vais juste imposer un comportement. Porte ouverte au déchirement, c'est-à-dire qu'on me force à faire des choses complètement contraires à ce que je pense ou ce que j'imagine. On peut avoir aussi une résistance très vicieuse qui est la mise en conformité. Tu me dis de faire ça, je vais le faire. Je vais faire semblant d'y croire. Le jour où tu me regardes plus, je remets mon survêt, mes slips et mes chaussettes par terre dans la salle de bain. Le jour où j'ai plus de contrôle, parce que je ne suis pas rentré dans la croyance que c'était important de faire ça. Voilà. Donc on ne peut pas changer l'autre, on ne peut pas changer la façon dont l'autre perçoit la réalité. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et donc il me reste combien? 7 minutes. Waouh, cool. Je vais respirer un peu, je vais me calmer. Voilà, il me reste 7 minutes. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc quand on se cogne à un mur, alors là j'ai remis le mot, quand on se cogne à un mur culturel, donc on se rend compte que toujours plus de la même chose, des utopies, voilà, des incohérences et des incongruences. Déjà, ne pas continuer à pousser, c'est peut-être souvent la première chose à faire. Il y a des managers qui me disent comment je pourrais rendre mes personnes plus créatives. D'accord? Et la réponse c'est qu'est-ce qu'il faudrait que tu arrêtes de faire pour qu'elles soient plus créatives? Ou alors un manager qui dit ah mais j'arrête pas d'essayer de leur donner le droit à l'erreur. Non mais qui es-tu pour avoir le pouvoir de donner le droit à l'erreur? D'accord? Et on réfléchit tous les deux. Le droit à l'erreur, ça ne se donne pas. Si ça se donne, ça peut se reprendre. Donc dans quel état d'angoisse ça peut mettre des gens à qui je dis je vous donne le droit à l'erreur? D'accord? Le droit à l'erreur, ça se prend. D'accord? Et donc on change complètement en type 2, on va dire mais ne leur donne pas le droit à l'erreur. Fais des erreurs et montre-leur qu'un de tes traceurs, c'est quand je fais des erreurs, je le dis et je demande de l'aide pour réparer le problème. Imaginez un manager qui fait ça, on va taper là dans des croyances certainement si en essayant de l'amener à ça, quoi. Enfin, non, il ne faut pas que je généralise. Il y a de plus en plus de managers qui sont très conscients de dire on est humain et je vais être humain et je vais moi-même le premier montrer mes valeurs sans pouvoir les dire, je vais les montrer. Ok, donc on fait du VIP1 classique, vous allez avoir voilà, ces problèmes-là et vous allez révéler des problèmes plus profonds qu'il faudra traiter avec des changements, voilà, on pourrait appeler ça un peu des approches paradoxales, quoi. Voilà. Qu'est-ce que une approche paradoxale, enfin qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour changer ces aspects-là? Je vous en montre une ou deux, il peut y en avoir plein. Mais c'est par exemple amener un interlocuteur qui énonce un paradoxe. Par exemple, si je vous dis soyez créatif, c'est un paradoxe, comme je dis envolez-vous là maintenant. On peut pas, enfin je sais pas comment ça marche la créativité. Mais en tout cas, il ne suffit pas de le demander pour que ça se passe. Voilà. On va utiliser alors, ça marche très bien avec les populations techniques et scientifiques. On va utiliser la logique pour travailler là-dessus, quoi. Par exemple, si quelqu'un me dit fais ça de façon spontanée, mène une action de façon spontanée, je dirais attends, qu'est-ce que tu me demandes là? Je fais Colombo, j'ai pas compris. Tu me demandes d'être spontané, donc si je fais ce que tu me dis, c'est pas spontané. D'accord? Je viens de démonter une sorte de logique, là, et je viens de lui amener le paradoxe qui me pose. Voilà. Ah oui, puis je vais dire en plus, si je décide spontanément de ne pas être spontané, je te désobéis 2 fois, ou je te désobéis pas. Ça va? Donc j'utilise la logique d'un paradoxe pour exposer ou exploser le paradoxe. Voilà, donc ça se fait sur des transactions. Alors on ne réussit pas forcément du premier coup tout le temps, ça demande de l'entraînement. Mais en tout cas, on peut se refaire le film après coup. Tiens, qu'est-ce que j'aurais pu répondre là, quand il m'a dit il faut couper le planning en 2. D'accord? Ou quand il me dit tiens, augmenter la vélocité. Ah ouais, écoute, pas de souci. De combien de points? Est-ce que tu veux qu'on la double? Alors ça s'appelle, c'est une autre technique, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Une autre façon, honorer la résistance. C'est-à-dire là, vous êtes en situation de changement, vous avez des résistances. L'idée, c'est d'aller chercher dans la personne ce qu'il y a de bon dans ce qu'elle amène. Par exemple, une fois dans une conférence chez un client, il y a un grand gars qui se lève et on parlait un peu technique et il me dit « Ah non, mais ça, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. » Voilà. Première étape, le remercier. Ah merci, enfin quelqu'un, d'accord, avec qui je vais pouvoir avoir une vraie discussion, une discussion très intéressante. Mais c'était très sincère, parce que je préfère ça à ce qu'un auditoire qui ne parle pas du tout.
d'accord, ou qui ramènent rien, voilà, hein, ouais, parce que ça peut être angoissant, parce qu'on ne sait pas. Là où moi je savais. Bon, après j'ai identifié le chef des gorilles techniques aussi, hein, très utile, donc voilà. Plus loin, plus vite, plus fort, donc ça c'est très amusant, il faut maîtriser les effets. 2 minutes 4 minutes. Merci. Il faut s'autoriser à maîtriser les effets, mais c'est par exemple quelqu'un qui fait une proposition, par exemple qui dit oh, les clients ils sont embêtants, ils sont chiants, voilà. Et ben on va lui dire ouais ok, alors comment on pourrait faire pour se débarrasser des clients cons? C'est-à-dire je vais aller dans son sens, je vais lui proposer un soutien d'action. Allons jusqu'au bout de ta logique. Les clients sont cons. Faisons dans les étapes avant-vente un questionnaire au client en lui demandant est-ce que vous êtes con? S'il répond oui, on ne fait pas le contrat. Attendez, hein, voilà. Bon, après il faudra m'expliquer comment on paye les salaires hein, à la fin du mois. Hein. Je travaille dans une PME de 35 personnes, donc le paiement des salaires, c'est le souci le matin quand on arrive, hein, finalement. Et pas que du dirigeant, de tout le monde. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, il y a eu un changement culturel qui est le paiement des salaires, c'est le souci de quasiment tous les salariés aujourd'hui. Voilà, on peut amener un groupe aussi à jouer à Evil Consultant. Tiens, comment on pourrait dégrader la qualité de la communication entre les services? Jouons à un jeu. On est des consultants, on est payé pour déglinguer une entreprise. Comment on peut essayer de faire ça? D'accord, je vais augmenter les effets. Un truc intéressant, comment j'ai découvert ça? Je travaille avec une binôme et un matin je la vois, elle empile des tasses de café dans l'évier. C'est un bar, les clients quand ils arrivent chez nous, ils passent là. C'était tout le temps dégueulasse, des tasses de café partout, des mettre sur le bar. Et un matin je l'attrape en train de faire ça. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit chut. Punaise, t'es en train d'augmenter le bordel. Alors elle me dit oui, d'accord, c'est une tactique hein, qui est d'augmenter la complexité, augmenter le bordel, aller jusqu'au bout du raisonnement. Voilà, elle a fait ça 4-5 fois, je crois, elle ne disait pas quand elle le faisait, et bien au bout d'un moment, le bar était propre, nettoyé, il n'y avait plus de tasses dans l'évier, tout était propre, enfin voilà, le truc hallucinant, alors qu'on avait essayé de faire des listes de à qui le tour de faire ci, à qui le tour de faire ça, ça a jamais marché. Voilà. On peut aussi prendre du recul, par exemple, vous êtes dans une discussion, mais pourquoi on se dispute déjà? Hein, vous avez deux interlocuteurs qui disent ah c'est grâce à moi qu'on a sauvé l'entreprise. Non, c'est grâce à moi. Bon, attendez, sortez-les, posez-les sur la table. On verra qui a la plus grosse masse cérébrale tout de suite. Hein. Je travaille dans un milieu où il y a beaucoup de masculins quand même. Hein. Ouais. Bon, je sais pas. Il faudrait que je trouve avec des filles. Qu'est-ce qui se met en compétition avec des filles voilà. Ok. Ou des fois je sors. On a le management qu'on mérite. Hein, des gens qui se plaignent du chef, du manager. On a le management qu'on mérite. Je ramène le cadre autrement, j'amène un point de vue différent. Est-ce qu'on risque la prison? Est-ce qu'il y a des gens qui vont mourir? Quelqu'un qui arrive, le réseau, machin, on n'a que 2 gigabits, tout ça, affolé, le gars, la fin du monde, l'invasion de cricket, tout ça. Voilà. Hein, je dis, est-ce que quelqu'un va aller en prison? Donc je décadre, je recadre. J'aurais pu rentrer dans la colère, dire, mais pourquoi tu gueules, calme-toi, etc. Attends, dire à quelqu'un qui est énervé, calme-toi. Qui a déjà réussi à faire marcher ça, sans menacer physiquement avec une arme? Ça marche ou pas? Non. Moi j'ai jamais réussi. Hein. Ah, si, peut-être une fois. Bon, enfin, non, je vous raconterai peut-être demain si vous voulez. Hein, mais quelqu'un qui commence à me gueuler dessus, j'avais essayé plein de trucs, je me suis mis à gueuler beaucoup plus fort que lui. J'avais jamais crié aussi fort. Voilà, ça l'a calmé. Là, il y a une limite qui a été et ça a fonctionné. Donc ouais, ça peut. Bon, il faut pouvoir se le permettre. Hein. Il peut pas me virer, hein, celui qui j'ai fait ça. Voilà. Comment ça se travaille tout ça? Pas mal d'entraînement. Et il faut se faire entraîner par quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment important. Je travaille depuis 2 ans en binôme. On est un accompagnateur, une accompagnatrice. On travaille en binôme. On s'entraîne très régulièrement, ou en tout cas, on débriefe très régulièrement. On se parle très régulièrement de comment on va faire, qu'est-ce qu'on essaye. Des fois, on a essayé des trucs sans faire exprès. Hein, il y a aussi de la sérendipité là-dedans. Et puis, comment ça marche? Ouais, allez. 4 secondes encore. Comment ça marche? Ça marche par itération. On ne peut pas comprendre comment marche le blob d'une entreprise, d'une équipe ou d'un groupe humain, on ne peut pas le modéliser, enfin en tout cas moi c'est ma croyance. Donc on envoie des impulsions, on observe ce qui se passe, on itère par touches successives et on arrivera peut-être à une culture qui n'est pas celle qu'on voulait au départ. D'accord, j'ai une intention de changement, mais j'arriverai peut-être pas. Et je finis avec ça, changer une culture en 3 mois, pour faire un chêne centenaire il faut 2 choses, il faut un gland et 100 ans. Et faites tout ce que vous voulez, on ne pourra pas faire autrement. Et la dernière planche, je reviens sur Albert Einstein. Il a dit quelques bêtises, mais pas trop finalement, quand on arrive à pas comprendre. Et voilà, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. C'est-à-dire en gros presque ce que je suis en train de dire, c'est si votre entreprise a créé une culture qui ne convient pas, ça va être très compliqué de changer en interne. D'accord, de changer par vous-même. Il va falloir des disruptions ou des événements importants.
Voilà, je suis à la fin, je reviens sur cette image qui est magnifique. Et voilà, bon, écoutez, merci de votre attention, et puis allez, bonne continuation.